L'exil. Il n'avait pas plu depuis mars. La terre de septembre avait la couleur de la cendre et l'air sentait le métal. Les mouches ne se posaient jamais, on ne pouvait ouvrir la bouche. Ils étaient venus lui dire adieu. Le taxi passerait dans quelques instants pour l'emmener à Benda. Il y avait le chef du village, l'instituteur, le mollah, les parents, les nièces, les frères et les sœurs. Tous à côté d'Idriss. Grosse maman tenait dans ses bras une chose endormie, son dernier-né. L'exil. Il n'avait pas plu depuis mars. La terre de septembre avait la couleur de la cendre et l'air sentait le métal. Les mouches ne se posaient jamais, on ne pouvait ouvrir la bouche. Ils étaient venus lui dire adieu. Le taxi passerait dans quelques instants pour l'emmener à Benda. Il y avait le chef du village, l'instituteur, le mollah, les parents, les nièces, les frères et les sœurs. Tous à côté d'Idriss. Grosse maman tenait dans ses bras une chose endormie, son dernier-né. Le ventre de la mère d'Idriss ne cessait pas d'enfanter, une matrice flasque affectée de hoquet. Elle avait perdu 3 enfants en bas âge, en restait 9. Elle avait creusé les tombes sans verser une larme, en pensant que ces derniers temps, la terre se montrait bien avare de ne pas rendre en herbage ce que les humains lui pourvoyaient en chair. Il y avait aussi des voisins. Ceux-là n'étaient pas venus par pure amitié. Un jour, ils feraient payer leur présence. Tous attendaient, recuits. Le soleil était une boule blanche. Le soleil ne promettait rien. Les peaux noires étaient de la toile goudronnée. La lumière estompait les regards, des arcades sourcilières projetaient leur ombre jusqu'à la pointe des pommettes. Des milans tournaient dans le ciel au-dessus des tas de déchets. Une vache mâchait un pneu contre un mur de pisé. Des chiens boitaient dans la décharge, au coin de la place, en face du renfoncement où le taxi collectif s'arrêtait. L'appel à la prière s'éleva. La voix du mollah Ali Ould Mouma, natif de l'Aïr, amplifiée par la sono chinoise, gicla dans la chaleur. Idriss tenait un sac Adadis à la main. Une pure contrefaçon. Les couturiers d'un atelier clandestin avaient reproduit le lotus de la marque et les 3 bandes blanches, mais s'étaient trompés dans l'orthographe. Dedans, le jeune homme avait jeté tout ce qu'il possédait. L'argent, serré dans 2 pochettes en plastique, était plaqué contre son ventre, à même la peau, maintenu par une ceinture de tissu que grosse maman avait cousu la veille. 5 000 $. Il avait fallu 4 ans pour réunir la somme. Un peu plus de 1 000 $ par an, voilà ce qu'avait donné la saignée collective. On avait fait appel à toute la famille, les oncles, les tantes et quelques lointains cousins, et gros-papa, qui avait toujours vécu libre sous son chèche blanc, savait bien qu'à présent, il était tenu par les couilles. « Je vais compter jusqu'à 500, pensa Idriss. Si le taxi n'arrive pas, je ne réussirai pas. La Mercedes 500 modèle 1962 freina dans la poussière lorsqu'Idriss arrivait à 292. Il y avait 5 personnes à bord. Idriss pressa grosse maman contre son cœur et sentit combien ses seins étaient devenus secs. Comme le ciel, pensa-t-il. Son père lui serra la nuque de la main, comme au temps de l'enfance pluvieuse. Les petits ne disaient rien. Ils semblaient aussi effarés que s'ils étaient tombés nez à nez avec une vipère à cornes sur le chemin du puits. Ils se cramponnaient à eux-mêmes, les poings dans la bouche. Personne ne lui cria bonne chance. Personne n'avait jamais assisté à un départ. On ne savait pas faire avec les adieux. Les mouchoirs qu'on agite sur le bord des chemins, c'est pour les gens qui possèdent du linge. Les passagers se tassèrent, la porte claqua, et, quand la Mercedes démarra, le souffle souleva un sac en plastique vert pâle, à moitié bouffé par les bêtes, qui resta en suspens un moment dans la touffeur, avant de tomber doucement, comme un cygne, aux pieds de ceux qui n'avaient même pas eu la force de lever la main. Le taxi déposa Idriss devant l'ancienne fabrique d'aluminium, à 15 kilomètres de la ville. Il attendit 8 heures. La chaleur ne baissait pas, mais le soleil s'était fondu dans la vapeur qui effaçait les dunes. Le camion arriva.
Idriss reconnut Youssef, l'Algérien, qui lui avait proposé le coup et avec qui il s'était mis d'accord un mois plus tôt. « Tu as le pognon, mon frère ?»« Oui. »« Donne. » Idriss souleva sa chemise et tendit au type une liasse. « La moitié, dit-il. »« Comme on a dit, dit Youssef. »« Comme on a dit, répéta Idriss. L'Algérien comptait. Il effeuillait les billets à toute vitesse. Idriss regardait le pouce qui allait et venait comme un piston. Il a l'habitude, pensa-t-il. Puis il regarda le camion dont le moteur tournait. C'était un Breguet du temps des Français. Il devait avoir 60 ans. Dans la remorque non bâchée, ils étaient une cinquantaine d'hommes, certains plus âgés que lui. Tous tenaient un sac de sport d'une main, et de l'autre s'agrippaient aux arceaux de métal. Il fixait Idriss. Des vaches, pensa-t-il. Youssef claqua la langue, mit les $2000 dans la poche de sa veste. Il avait le nez cassé, un bouc frisé, un fin collier de barbe, des dents extraordinairement blanches, et il sentait le propre. « On y va !» Idriss monta, joua des épaules, et se logea dans la compagnie des spectres. Les lumières de la ville furent des points oranges. Les barcanes se découpaient dans le dernier ray. Le soleil mettait du temps à mourir. Mentalement, Idriss répéta le calcul. 2000 et 2000 font 4000. Une fois arrivé, il me restera 1000. $4000, c'est le prix que les passeurs algériens exigeaient pour déposer les Nigériens à la frontière de Schengen. Les chaos de la piste secouaient les étoiles. La croix du Sud brillait. Idriss la regarda éperdument, car il savait que là-haut, au nord, dans les royaumes des chrétiens, la constellation ne serait plus là. Le camion roula vers le nord. On coupa le 17e parallèle. Agadez passa, puis les crêtes d'Arlit, et ce fut la fin de l'Aïr. En approchant de la frontière algérienne, Youssef engagea sa machine vers le nord-ouest, cap au 320, hors piste. Il voulait passer en plein désert, hors des territoires soumis aux forces régulières. Il s'ensablait. Les passagers descendaient pour dégager le camion. Idriss était allé à l'école. Il se souvenait de tout. Il se sentit comme les galériens de l'ancienne Rome qui œuvraient à la marche de leur propre prison. C'étaient des heures à creuser pour poser les plaques de désensablement et pousser le camion dans les ornières pulvérulentes. Quand le Breguet reprenait de l'élan, il fallait courir pour grimper dans la remorque parce que Youssef ne pouvait s'arrêter. L'Algérien ne jetait même pas un coup d'œil dans son rétroviseur. Si quelqu'un restait en arrière, ce n'était pas son affaire. Le soir du 3e jour, on ne marqua pas la halte du bivouac. Youssef et ses lieutenants, 2 mozabites au visage fébrile, roulaient tout feu éteint, au GPS. Ils savaient les parages du 20e parallèle infestés de factions fondamentalistes. Victime de 2 précédents rackets, le passeur algérien ne tenait pas à alimenter une 3e fois les fonds salafistes. Le jour se leva derrière les Tassili de l'Est. Le camion était en Algérie. Les crénelures de roches émergeaient de la nuit, l'ergue plaquait des glacis pâles au pied des chicots de lave, le soleil passa par-dessus les crêtes, l'air devint brûlant, et chacun rabattit son chèche. Dans un demi-songe, Idriss voyait danser les visages de sa mère et de son père, les images de l'école et du troupeau. Il ne ressentait pas de tristesse. À quoi bon cette vie, où les souvenirs ne sont d'aucun secours et s'effacent si vite? Près de Tamanrasset, l'Algérien fit halte chez Mouloud, un éleveur touareg, membre du réseau depuis 2002. Il fournissait l'eau et le gasoil au convoi. On ravitailla. Puis la fuite reprit, loin de l'artère transsaharienne dont le ruban asphalté reliait le sud du pays à la région côtière via Insalla. Ce furent 3000 kilomètres d'enfer. Même les chameaux, transportés de part et d'autre du pays, voyageaient plus confortablement. Idriss pensa qu'en ce monde, il est moins douloureux d'être une bête. On vous mène paître, vous dormez à l'ombre des acacias, et un jour, une lame vous égorge par surprise, et le sable boit votre sang. La grappe humaine dansait au gré des chaos. Dans la remorque, les places étaient chères. Des bagarres ponctuaient les heures. Des éclats de voix, des insultes couvraient le bruit du moteur. Les coups de poing fusaient, une lèvre s'ouvrait. La torpeur retombait. Le 5e matin, un passager manquait.
Il y avait du sang sur le bord du haillon. À la lueur de la lune, Idriss avait vu comment il s'était mis à deux pour lui planter le couteau et le passer par-dessus le plat-bord. Idriss avait refermé les yeux et s'était endormi. Le sommeil avait emporté la vision. Prières et ronflements s'élevaient des corps emmêlés. Les hommes rêvaient en gémissant, se réveillaient brutalement lorsque leur tête cognait contre la tôle et replongeaient dans le néant. Dormir était un baume. On ne mangeait presque rien, on buvait une eau rose, tiède, qui écœurait la bouche et huilait le gosier. La ilaha illallah. Le voisin d'Idriss marmottait des sourates, le corps à demi avachi sur ses genoux. C'était un vieillard qui avait fait le Hajj, l'un des temps où il avait connu l'opulence. Idriss le secoua. « Tu m'as glissé dessus. »« La ilaha illallah » répétait l'autre, hagard. Et le camion, charriant sa métastase, déroulant derrière lui une spirale de fumée et de sable, continua sa route dans le feu saharien. Les étoiles brillaient, se fichant pas mal de la peine des hommes. Ils n'avaient qu'à mieux se débrouiller pour ne pas faire de leur vie un enfer. L'air avait changé. Une odeur de pourpier écrasé, légèrement acide, l'imprégnait. Les hommes des sables n'avaient jamais respiré l'iode. Ils peuplaient des plages sans mer, des rivages arides qu'ils essayaient de fuir depuis que la sécheresse s'y était abattue. À la tombée du 10e jour, Youssef rangea le camion sur le flanc d'une crique calcaire et déserte. On attendit longtemps. La Méditerranée vibrait joyeusement. Chaque clapot recevait pendant une fraction de seconde l'éclat du soleil. La lumière clignotait sur le tapis bleu-noir et Idriss ne pouvait détacher son regard de ce spectacle. Il ne connaissait du paysage qu'un tableau figé. Les dunes, les Tassili, les oueds étaient des formes mortes. Lorsque le vent ou l'orage faisaient leurs ravages, un rideau de poussière masquait le monde, et les Sahariens trouvaient refuge dans leurs tentes, si bien que nul homme n'assistait à la recomposition des lieux. On prenait connaissance du nouveau décor une fois la tempête calmée. La vie désertique se déroulait ainsi, dans la succession de tableaux fossilisés. La mer offrait à Idriss le spectacle d'une énergie mouvante, interprétant infatigablement les figures de sa danse. Idriss comprit qu'il fallait traverser cette masse vivante. Au soir, le bateau arriva. C'était un chalutier d'acier de 40 mètres qui avait fait son temps sur la côte d'Alger et qu'on avait affecté au transport clandestin. Habituellement, les passeurs encaissaient la seconde moitié de la paie au moment de l'embarquement. Puis le bétail humain était entassé dans l'entrepont et ne voyait quasiment plus la couleur du ciel jusqu'à ce que les côtes européennes apparussent devant la proue. Cela faisait des siècles que les Arabes, sur cette même côte, chargeaient de la viande nègre dans les cales des bateaux. À présent, c'étaient les esclaves eux-mêmes qui payaient le voyage. En prenant pied dans l'annexe qui transbordait les hommes, par groupes de 6, du rivage au bateau, Idriss pensa qu'il ne reverrait plus l'Afrique. Son existence consisterait à pourvoir à la survie de 30 personnes, parents, amis et voisins, laissés derrière lui. Tous fondaient en Idriss des espoirs immenses. Il y ferait honneur en envoyant chaque mois le produit de ce qu'il moissonnerait. Il trimerait sans joie pour les siens. Eux l'imagineraient au paradis. Le bateau appareilla à minuit. La mer était mauvaise, le vent soufflait de Sicile et la houle, hachée, grossissait d'heure en heure. Dans l'entrepont, éclairé d'une lumière blafarde, il s'était regardé avec stupeur quand le bateau avait commencé à tanguer. Puis, les premiers malades entraînèrent les autres dans la débâcle. Les seuls à résister au mal de mer étaient ceux qui avaient trop peur pour s'abandonner. Idriss sortit sur la seule coursive en libre accès et se pencha. Mais l'image de ce flanc de tôle que la mer expulsait et avalait à chaque vague lui procura une telle impression de fragilité qu'il préféra retourner dans l'antre puant où croupissaient ses compagnons. Il s'en remit au sort. Au matin du 3e jour, une côte en vue. Une rumeur courut. L'Italie. Idriss regardait avidement les collines inclinées vers le rivage. La mer était calmée, il n'y avait pas de vent. On distinguait au sud la tache blanche d'une petite ville côtière. De loin,
les immeubles ressemblaient à des morceaux de sucre. Idriss songea que sa vie, depuis 5 ans, était tout entière tendue vers ce moment où il toucherait les côtes de l'Eldorado. À terre, tout deviendrait possible. Il pensa au village, à la tristesse de la famille, lorsque la moitié du troupeau de chameaux avait succombé à la sécheresse, à ce jour de juillet où la plus belle femelle était morte d'une gonfle. Il pensa au hurlement des petits la nuit, quand ils n'avaient pas eu leur content. Il pensa au silence de mort dans la tente, plantée à l'extérieur du village, lorsque, à 6 heures du matin, le soleil à peine juché au-dessus des dunes chauffait déjà le ciel comme s'il était midi. Puis il ne pensa plus parce qu'on était arrivé et que Youssef hurlait des ordres en courant dans les escaliers comme un possédé. Il fallait débarquer très vite, se disperser sur la grève déserte avant que les gardes-côtes ne rappliquent. La Guardia Costiera n'était pas très performante, moins que ses équivalentes espagnoles ou françaises, mais les patrouilleurs croisaient tout de même régulièrement. L'annexe faisait des allers-retours, son moteur de 35 chevaux poussait à fond entre le navire et le rivage. Au bout de 3 voyages, les Algériens firent embarquer 15 Nigériens à la fois dans la barque conçue pour une demi-douzaine de passagers. L'embarcation était gorgée d'eau. À bord, personne ne savait nager. Youssef s'en foutait. Sur la plage, une 50aine d'hommes, pieds nus dans le sable, regardaient le chalutier s'éloigner. Ce point s'évanouissant était le dernier lien qui les unissait à l'Afrique. Le fil se coupait. Idriss remonta le col de sa veste de survêtement. Il fait froid en Italie. Il avait $1000 en poche et un contact à Paris. Boubou Dioula était un Nigérien qui aidait ses compatriotes à trouver un grabat, un emploi, des papiers, et qui ramassait sa commission. Un vautour. Au village, lorsqu'il s'était mis d'accord, Youssef avait promis sur la mère de sa mère un débarquement en France. Et voilà qu'Idriss se retrouvait en Italie, à plus de 2000 kilomètres de son objectif. Les Arabes sont les Arabes. À qui se plaindre? Il s'imagina frapper à la porte des carabiniers pour dénoncer cet Algérien qui n'avait pas respecté ses serments. Il se mit en route. Il apprit à glaner les déchets dans les cageots à la fin des marchés, à se nourrir de ce que la campagne offrait, les mûres des bosquets d'automne, les poires, les prunes et les pommes. Lentement, il progressait vers le nord. Il dormit dans des stations-service, au fond des granges à foin, sous les grands hêtres des forêts, et une fois dans une usine désaffectée où les effraies menèrent grand train. Un jour, un routier s'arrêta devant l'abri d'autobus où il avait passé la nuit et le fit monter pour 500 kilomètres. Au moment de le quitter, le type lui donna 10 € et lui demanda de le sucer. Idriss lâcha le billet, s'enfuit et ne regarda plus jamais personne dans les yeux. Il évitait les villes, marchait beaucoup et se contentait de pain. Il buvait l'eau des sources et la trouvait bonne. La première fois qu'il vit une fontaine dans un village du Val d'Aoste, il voulut prévenir un passant que le système était cassé, que l'eau coulait à perte. Il redoutait les chiens qui, sentant l'odeur du noir, le poursuivaient de leur haine décuplée par des milliers d'années de dressage petit bourgeois. Il souffrit du froid, mais pas de la distance. Il savait marcher sans repos, et ses muscles ligneux, habitués aux règles, trouvaient bien velouté le goudron négligé des départementales. Dans les matins humides, où il fallait se remettre debout, le ventre vide, sans même la longue brûlure du thé dans la gorge, il se demandait à quoi rimait cette existence, qui offrait l'alternative de cuire jusqu'à la mort sous le soleil d'Allah ou de pourrir de froid dans les fossés infidèles. Et puis ce fut Paris et l'huilage des réseaux. Il prit contact avec Dioula. On lui trouva une chambre dans une cité d'Aulnay-sous-Bois, une pièce de 14 mètres carrés qu'il partageait avec 4 garçons de son âge. Les autres venaient de Mopti et ne lui parlèrent pas. Il lui fut échu la moins bonne place, un matelas taché près de la porte. Un lavabo goûtait. L'association Droit au mouvement lui proposa gratuitement des leçons de français. On lui détailla les subtilités du système juridique où toutes les lois pouvaient se contourner. L'administration lui parut une citadelle dont les remparts sont fendus de brèches discrètes et de portes dérobées, connues des initiés. Des femmes blanches entre 2 âges, légèrement bedonnantes, portant des lunettes rouges et des cheveux courts, parfois teints, l'aidaient du mieux qu'elles le pouvaient. Il ne les aimait pas beaucoup.
Elle se parlait très sèchement, mais se montrait extrêmement prévenante avec lui. Elle tirait fierté de l'aide qu'elle lui apportait. Elle l'écœurait vaguement, mais il n'osait rien dire. Lors des réunions, elle balançait entre l'affection maternelle à l'égard de ces jeunes exilés et le désir de se faire fouiller sur le coin de la table par l'une de ces queues charbonneuses. Il se fit à cette vie de verre de farine, enfouie dans le béton, la fumée, la foule, à ces visages sans vie, ces corps blancs et mous. Il regardait glisser entre les tours de ciment le soleil d'Occident qui ne diffusait aucune énergie. Au désert, le soleil brûlait. Dioula lui obtint un travail. 1 000 € par mois, 200 pour la commission. Restait 800. 100 pour la chambre, 100 pour la nourriture, 50 pour le métro, 100 pour les menues dépenses. Il pouvait donc envoyer chaque mois vers Bwanda 450 €. À ce rythme, il faudrait 9 ou 10 mois pour rembourser le voyage. Ensuite, ce serait une petite fortune qui ruissellerait jusqu'au sien. Dès qu'il touchait l'argent, il allait au bureau de la Western Union, boulevard Mendes France, à 2 rues de sa chambre, et remplissait le formulaire du mandat « Virement express ». La transaction prenait 48 heures. Il imaginait gros papa, avec ses lunettes de soleil, attendant le taxi collectif sur la place du village pour gagner Bwanda et percevoir l'argent. C'était la consolation de sa vie. Le reste du temps, il souffrait comme un chien. Dans son crâne de chamelier recuit dans le four saharien, il s'efforçait de tuer ses regrets. Comment faisaient tous ces gens pour se lever chaque matin, s'habiller d'étoffes grises, nouer leurs colliers et se remettre en marche? De temps à autre, il y avait tout de même un type qui se foutait sous les roues du métro. Les haut-parleurs annonçaient un retard de 2 heures. Les gens faisaient des gestes furieux. C'était ceux-là, ou le désert, donnant à peine assez de vie pour un ruban d'acacia et un troupeau de chameaux anémiés. Le dimanche, Idriss restait allongé sur son lit. D'un côté, la tente, de l'autre, cette chambre, pensait-il. Entre les deux, Youssef et sa bande, qui pendulaient à bord du Breguet. Chaque matin, il partait pour Paris. Il fermait les yeux et se représentait l'itinéraire. La chambre, l'escalier de l'immeuble, la rue, l'escalier roulant, le métro, l'escalier roulant, la rue, le local. Dans cette vie, on montait et on descendait en lente pulsation. Les journées dessinaient une houle régulière. Une fois arrivé dans les locaux de l'entreprise, il ouvrait son placard avec sa clé, enfilait sa combinaison, coiffait sa casquette, laçait ses chaussures de sécurité, recevait ses instructions, prenait son matériel et se dirigeait vers la vitrine qui lui revenait. La compagnie de nettoyage Topnet couvrait les arrondissements du centre-ville. Ce jour-là, Idriss se sentait particulièrement vidé. « Idriss, tu vas au 123 boulevard Raspail, 2 vitrines, une enseigne et la porte automatique. Tu te grouilles, tu devrais y être », lui avait ordonné M. Michel ce matin-là. Il ne pleuvait pas, mais une bruine recouvrait de perles minuscules la vitrine des magasins. Paris flottait dans un nuage. Idriss se présenta à la jeune fille de l'accueil. « Ah, c'est aujourd'hui pour les carreaux. Allez-y, » dit-elle. Elle était jolie, avec un long cou et un petit papillon en or autour. Il sortit sur le trottoir et entreprit de frotter la vitrine extérieure avec ses éponges. Il les trempait dans le seau rempli de produits dégraissants. Le liquide blanc recouvrit la surface du carreau. Il donna le premier coup de caoutchouc et ouvrit dans la mousse des bandes nettes de la largeur de sa raclette. Il regarda la fille, donna un deuxième coup. Cette fois, il détailla la vitrine. Il ne s'était pas préoccupé de savoir ce qu'on vendait ici. Sur l'enseigne s'étalait en lettres rouges « Rêve d'horizon » et il y avait l'image d'un avion volant au-dessus d'un palmier. Il aimait déchiffrer les panneaux de la ville. C'étaient ses travaux pratiques de lecture et les dames de l'association l'encourageaient à s'exercer. À travers la balafre ouverte dans la mousse, il lut « Promotion spéciale désert. Algérie, Hogar, Niger. Sahara, terre du mythe. Circuit tout compris chez les seigneurs des sables.